Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, il y a une semaine, nous savions que le vote solennel pour le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, repoussé jusqu'à une heure tardive de la nuit, ne ferait pas cesser la situation chaotique et l'embrasement parmi nos compatriotes calédoniens. Depuis ce vote, 6 personnes sont mortes et d'autres seraient décédées faute de pouvoir accéder aux soins. Mes pensées vont vers les proches, les familles des Calédoniens, des gendarmes qui ont perdu la vie, comme l'adjudant-chef Xavier Salou, finistérien. Membre d'une force politique républicaine, je ne me résous pas à voter la loi pour qu'il y ait des morts. Au sein du groupe socialiste, notre priorité, c'est la paix civile, la paix et la cohésion nationale, en ne laissant pas s'écrire le scénario du pire. L'exécutif a tardé à prendre ses responsabilités alors qu'il avait lui-même contribué à créer les conditions du cauchemar que vivent en ce moment même les Calédoniens. C'est pourquoi nous prenons acte, avec un soulagement vigilant, que le président de la République ait enfin décidé de se rendre sur place pour y installer une mission. Ces derniers jours, une grande partie des formations politiques de cette Assemblée vous ont exhorté, Monsieur le Premier ministre, à tout mettre en œuvre pour l'apaisement. Retrait du processus constitutionnel, reprise en main par Matignon, création d'une mission impartiale. À l'heure où votre majorité n'est plus assurée à Versailles, rétablir l'ordre ne pourra pas être la seule solution. Faire cesser les violences est indispensable, mais vous savez aussi que l'accalmie ne viendra qu'au sein d'un cadre de compromis et de consensus politique. Un artisan majeur des accords de Matignon en 88, Louis Pinsec, avait eu ces paroles lumineuses. S'apercevoir, avait-il dit, que la parole politique peut parfois faire taire les fusils. Dans les pas de ceux qui vous ont précédé, Monsieur le Premier ministre, ceux qui ont bâti à travers les accords un destin commun, l'espoir d'une paix durable, il n'est plus l'heure de soutenir les discours de ceux qui prônent le passage en force. Les escadrons de gendarmerie et les renforts militaires ne peuvent suffire. Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous renouer le dialogue de la patience, celui pour la paix civile en Nouvelle-Calédonie? Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, comme l'a dit le Premier ministre, comme je l'ai dit à une question précédente, en Nouvelle-Calédonie, d'abord, en effet, il faut saluer le travail des forces de l'ordre, comme vous l'avez fait, et considérer que la paix publique, l'ordre républicain, la liberté d'aller et venir, ne pas menacer de mort les élus, quels qu'ils soient d'ailleurs, indépendantistes ou non indépendantistes, est le préalable, évidemment, à un retour de la discussion. C'est pour cela qu'il y aura très bientôt, comme l'a annoncé le Premier ministre, 23 unités de forces mobiles sur place et des agents du RAID et du GIGN, mais aussi de très nombreux personnels du ministère de l'Intérieur, des Armées et des autres ministères pour la reconstruction et pour le fait qu'aujourd'hui, il puisse y avoir en Nouvelle-Calédonie un retour normal, puisque c'est le territoire de la République. J'entends votre question politique, Madame la députée, mais depuis le début de ce débat, vous ne répondez pas non plus à la question qui consiste à tirer les conclusions des 3 référendums qui ont été organisés courageusement sous l'autorité du président de la République. Et par 3 fois, les Calédoniens ont dit non à l'indépendance. Que faut-il faire d'autre que de constater la voie démocratique que des Calédoniens qui se sont librement exprimés dans des référendums qui étaient justement prévus dans les accords de Matignon et de Nouméa, que vous citez sans cesse, mais la conclusion des accords de Matignon et de Nouméa, c'est 3 référendums. Et 3 référendums, par 3 fois, on a répondu non à l'indépendance. Il faut désormais organiser des élections provinciales parce que les Calédoniens, comme tous les Français, ont le droit d'utiliser le plus beau droit qui soit, qui est le droit de voter. Ça s'appelle la démocratie et j'espère que vous nous soutiendrez. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Afin de donner plus à ceux qui ont moins, le président François Mitterrand a lancé en 1981 l'éducation prioritaire. Elle poursuit l'objectif de corriger l'impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire par un renforcement de l'action pédagogique dans les écoles des territoires qui rencontrent les plus grandes difficultés. Aujourd'hui, plus de 1,1 million d'enfants sont scolarisés dans plus de 6 600 écoles relevant de l'éducation prioritaire. Plus de 40 ans après sa création, cette politique publique a fait ses preuves, mais la faiblesse des moyens alloués ne permet plus aujourd'hui d'atteindre l'ambition originelle. La sortie du classement PISA 2023 le confirme, les résultats de la France sont parmi les plus bas jamais mesurés.
La sociologie des territoires évolue en permanence. Certains d'entre eux sont marqués par une paupérisation croissante. Il existe aujourd'hui des écoles classées en REP dont l'indice de position sociale est bien inférieur à des écoles classées en REP+. Par ailleurs, la mise en œuvre de l'école inclusive, vertueuse à bien des égards, comporte aussi des limites en raison du manque de place dans le secteur médico-social, plus de 1000 en Ille-et-Vilaine, de l'augmentation des troubles du comportement chez certains enfants et du manque criant d'AESH. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage au personnel de l'éducation nationale qui travaille dans des conditions difficiles. La dernière révision de la cartographie de l'éducation prioritaire date de 2015. Il est grand temps de s'y pencher de nouveau, car les inégalités, elles, n'attendent pas et l'école doit rester une priorité nationale. Madame la ministre, quel calendrier proposez-vous pour réviser cette carte scolaire, étant entendu qu'elle doit répondre à des besoins réels qui ne peuvent se concevoir sans de nouveaux moyens? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez raison, l'objectif de l'éducation nationale est bien de répondre aux besoins de chacun de nos élèves en prenant en compte leurs spécificités. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons à individualiser les besoins pour mieux apporter les réponses adéquates. L'éducation prioritaire a depuis longtemps fait l'objet d'une attention particulière avec des moyens très importants déployés dans ce cadre-là. Vous le savez très bien, nous avons procédé au dédoublement des classes de CP, CE1 et maintenant de grandes sections, ce qui est un appui réel. Nous y avons implanté des moyens en personnel d'encadrement et puis en personnel médico-sociaux. Je ne nie pas qu'il y ait des manques, mais en tout cas, l'objectif est très clair. La population évolue, la démographie évolue aussi, et donc il faut que nous regardions plus précisément comment cela a évolué sur l'ensemble du territoire. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à reprendre la cartographie de l'éducation prioritaire, et ainsi que j'ai pu le dire, je crois, dans ces locaux à divers députés, nous allons reprendre cette cartographie de l'éducation prioritaire en l'ajustant et je me suis fixé comme objectif la rentrée 2025. C'est donc pour cette rentrée-là que je proposerai les évolutions pour mieux adapter la réalité de l'éducation prioritaire à la démographie et aux besoins des élèves. Notre objectif, c'est vraiment la réussite des élèves et c'est ainsi que nous agissons. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Culture, BBC à la française, quel beau slogan, malheureusement vide de sens. Avez-vous une seule fois présenté la vision stratégique qui sous-tend cette BBC? Non. Avez-vous une seule fois justifié la pertinence de cette fusion au-delà de votre autre slogan, se réunir pour être plus fort? Non plus. Avez-vous une seule fois dissipé les doutes et les craintes que fait peser ce texte sur l'indépendance et le pluralisme de l'information? Toujours pas. Avez-vous également clarifié le futur financement de l'audiovisuel public qui aurait été le préalable indispensable à votre réforme? Absolument pas. Avez-vous enfin consulté les personnels de l'audiovisuel public? La grève prévue demain par les syndicats du secteur apporte une réponse limpide. Enfin, nous avons découvert à quel point la cacophonie au sein de l'exécutif et de la majorité règne et à quel point vous naviguez à vue. 2 exemples. L'audiovisuel extérieur doit-il être dans le projet de réforme? Oui. En fait, non. Faut-il déplafonner ou contraindre les recettes publicitaires? On ne sait plus. À quelques mois de cette fusion, plus on avance, moins on en sait. Alors, Madame la Ministre, si vous souhaitez réellement protéger l'audiovisuel public, comme vous le dites, ne passez pas en force. Reconnaissez que votre projet n'est pas mûr. Êtes-vous prête à y renoncer? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de la Culture, Madame Rachida Dati. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, les sénateurs, Madame la Présidente Robert. Alors, vous dites, c'est inconnu, ça vient. Elle n'est pas tombée du ciel, cette réforme. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est connue. Ça fait plus de 10 ans que cette réforme est connue. Puisque vous-même, vous en avez débattu ici, puisque un texte, et je souhaite rendre hommage au président Lafont, qui a fait adopter ici même
une proposition de loi de laquelle je suis partie. Et je voulais aussi rendre hommage à l'ensemble des sénateurs qui ont travaillé sur l'audiovisuel public depuis très longtemps, que ce soit le sénateur Hugonnet, le sénateur Karoutchi et bien d'autres. Donc ici même, Madame la sénatrice, les débats ont eu lieu, les enjeux ont été identifiés. Aujourd'hui, certains ont le sentiment qu'on va revenir à l'ORTF. Est-ce que nous sommes dans le même contexte? Pas du tout. 26 chaînes privées, des groupes privés qui se structurent et s'organisent et qui rassemblent leurs forces face à un audiovisuel public très dispersé, dont les forces sont très dispersées. C'est reconnu dans tous les rapports, y compris dans les études d'impact qui ont eu déjà lieu. Si on reprend l'audiovisuel public, les pratiques ont évolué. Je vais vous donner 2 indicateurs. Les pratiques de consommation de l'ensemble de la population, en particulier les jeunes, puisque l'âge moyen des téléspectateurs de France Télévisions est de 64 ans. Radio France, on est passé de 51 à 57 ans en quelques années. Ça nécessite de revoir l'audiovisuel public parce que nous avons un enjeu d'avenir pour les générations d'avenir avec un paysage médiatique public très fracturé. Quant à la création d'une maison commune, évidemment, on ne va pas uniformiser ni les métiers ni les activités. Vous parliez évidemment du financement. Nous allons avoir quelque chose d'assez unique que vous n'avez pas obtenu. Et je rends hommage au président Lafont en ce sens, parce que nous avons réussi à faire avancer cette question, parce que ce sera un mode de financement totalement inédit, nous serons les seuls en Europe à l'avoir. Puisque ce sera évidemment un prélèvement sur recettes, nous serons les seuls en Europe à avoir sanctuarisé ce financement. Pour le reste, la consultation, bien sûr, Madame la Présidente, j'ai consulté l'ensemble des organisations syndicales, les journalistes et les rédactions. Donc cette réforme, elle est ambitieuse et très attendue par les Français eux-mêmes. Madame la Présidente Sylvie Robert. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ce que nous avons voté ici, ou pas voté d'ailleurs, ce n'était pas c'était la holding et non la fusion. Mais surtout, je voudrais vous dire, le service public de l'audiovisuel va bien. Il est plébiscité par ses auteurs, ses éditeurs et ses auditeurs. Pourquoi le fragiliser? Pourquoi le déstabiliser? Pourquoi cette précipitation? Comme l'ont dit plusieurs de vos prédécesseurs à ce poste, cette fusion sera, je les cite, inutile, inefficace et surtout, Madame la Ministre, elle est à contre-courant des urgences d'aujourd'hui. On avait besoin d'une grande réflexion sur l'avenir des médias. C'est là l'urgence. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, qui aurait imaginé en 2024 une épidémie de choléra en France? Qui aurait imaginé un haut-commissaire parler de guerre civile en France? Ce que nous observons, c'est une situation critique dans les Outre-mer. Et c'est le résultat d'une absence de politique, mais également d'une absence d'écoute, de compréhension et d'ambition pour nos territoires. Qu'avez-vous fait depuis 2017? 7 ans d'assises des Outre-mer, de livres bleus, de comité interministériel des Outre-mer. Mais pour quel résultat? La politique de vos gouvernements, qui se résument à réagir face à l'urgence, m'oblige à vous faire part avec gravité de notre inquiétude. L'arrivée du choléra à Mayotte, comme la résurgence de violences en Nouvelle-Calédonie, des situations pourtant prévisibles, car nous vous avions alerté, nous amènent à évoquer la situation de nos autres territoires avec humilité. À La Réunion, 36% des Réunionnais vivent encore sous le seuil de pauvreté, 77% à Mayotte, sans oublier les inquiétudes concernant les violences urbaines que nous observons au sein de la plupart de nos territoires. Je suis réunionnaise, ultramarine, française, je suis libre, fraternelle, solidaire. Et parce que nos territoires sont liés, je demande que tous les moyens de l'État soient déployés pour régler au plus vite l'épidémie de choléra à Mayotte, comme il les mettrait dans n'importe quel territoire de l'Hexagone. Ne nous donnez pas le sentiment que la vie d'un enfant de 3 ans à Mayotte, et plus largement dans les Outre-mer, valent moins que celle d'un enfant dans l'Hexagone. Dans l'esprit de la loi unanimement votée par le Parlement français, nos concitoyens attendent toujours que soit réalisée l'égalité réelle. Allez-vous enfin croire en nous et construire avec nous? Allez-vous enfin consacrer des moyens à la hauteur des enjeux sur vos 3 derniers budgets d'ici 2027? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la sénatrice Bélim. Votre question aborde la situation de nos outre-mer et surtout l'avenir de nos territoires ultramarins. Je le redis ici, j'ai eu l'occasion de le dire dans les différentes fonctions gouvernementales que j'ai eu la chance d'avoir ces dernières années. Nos outre-mer sont une chance inouïe pour notre pays, une richesse extraordinaire pour notre pays. Et tout en disant ça, il faut avoir la lucidité de le reconnaître, ils traversent de très grandes difficultés, des difficultés que nous rencontrons en métropole, mais évidemment de manière beaucoup plus importante outre-mer, en matière de précarité, en matière d'impact du dérèglement climatique, évidemment, en matière de problématiques sociales, en matière de sécurité. Notre responsabilité, la responsabilité de l'État et des gouvernements, c'est précisément d'investir pour permettre à nos territoires ultramarins d'affronter ces très grandes difficultés. Est-ce que, depuis 2017, nous avons réglé tous les problèmes? Évidemment que non. Je suis lucide. Évidemment qu'il y a encore de grandes difficultés. On a, depuis 2017, en revanche, je le crois très profondément, investi massivement pour nos territoires ultramarins. En matière de politique de la ville, avec un réinvestissement massif sur le renouvellement urbain. En matière d'éducation, avec l'investissement pour l'éducation prioritaire, alors même que les territoires ultramarins sont quasiment tous totalement en éducation prioritaire, voire en éducation prioritaire renforcée. J'étais en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse à La Réunion au mois d'août dernier pour la rentrée scolaire. J'ai vu l'impact de ces décisions que nous avons prises pour les réseaux d'éducation prioritaire et réseaux d'éducation prioritaire renforcés dans un territoire comme La Réunion qui bénéficie pleinement de ces mesures. Nous avons agi également en matière de pouvoir d'achat. Il reste des difficultés face aux crises, face à l'envolée des prix de l'énergie, de l'électricité, de l'essence. Nous avons agi aussi pour investir pour l'avenir. Il y a quelques mois seulement, nous avons obtenu une avancée majeure, en lien d'ailleurs avec l'Union européenne, pour le renouvellement des flottes de pêche outre-mer, attendues par les acteurs locaux depuis des années, si ce n'est des décennies. Il faut continuer à agir. Et je le dis ici, mon gouvernement sera pleinement mobilisé de ce point de vue-là. J'ai eu l'occasion de le dire. Un nouveau comité interministériel aux Outre-mer, un CIOM, se tiendra dans les prochains mois, précisément pour faire le point sur les avancées que nous avons obtenues et faire le point sur ce qui reste à accomplir pour assurer aux habitants des territoires ultramarins qui méritent et qui ont droit, comme tous les Français, au droit à pouvoir vivre dignement, en sécurité, avec une éducation de qualité pour leurs enfants, qui pourra leur promettre qu'ils pourront vivre mieux qu'eux. Je vous remercie. Merci. Madame la ministre de l'Éducation nationale, depuis le mois de février, pas un jour ne passe sans qu'il n'y ait un rassemblement, une manifestation, une journée de grève, une opération collège désert pour protester contre le prétendu choc des savoirs. Partout en France, enseignants, personnels de direction, inspecteurs, parents d'élèves refusent la mise en œuvre de groupes de niveau en 6e et en 5e en français et en mathématiques à la rentrée. Ils n'en veulent pas car ils refusent le tri social que de fait vous leur imposez de faire parmi leurs élèves. Ils n'en veulent pas car ils n'en peuvent plus d'être maltraités avec ces annonces perlées alors que les dotations horaires globales ont déjà été notifiées aux établissements. Pour un groupe de niveau en maths, c'est la fin d'une option, c'est la fin du latin. Pour un groupe de niveau en français, c'est la fin de demi-groupes en langue ou en SVT. Ils n'en veulent pas car à l'heure où mathématiques et français peinent à recruter au concours, vous en êtes réduite à supplier les professeurs retraités de bien vouloir revenir assumer ces groupes de niveau. Ils n'en veulent pas parce que votre baguette magique pour mettre en place les groupes de niveau, c'est d'augmenter les recrutements de contractuels. Franchement, confier les plus fragiles aux plus fragiles, il fallait l'inventer. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. À l'heure où l'école publique a besoin d'un choc de moyens et d'un choc de confiance, quand comptez-vous mettre fin aux groupes de niveau? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Madame Belloubet. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Brossel, non, non et non. Non, je ne peux pas partager votre analyse sur le premier point concernant le choc des savoirs et qui conduit à dire qu'il s'agit là d'un tri social. Non, il ne s'agit pas d'un tri social. J'ai eu l'occasion de le redire. L'ensemble des dispositifs qui ont été annoncés par Gabriel Attal et dont je prends la suite visent à faire progresser tous nos élèves. Il s'agit là de notre ambition partagée et cela se traduit notamment par
une méthode particulière qui est celle de la mise en place de groupes de besoins en 6e et en 5e, en français et en maths, qui sont réellement adaptés aux besoins de nos élèves avec une pédagogie différenciée. Nous avons pour ce faire un levier fort, je crois que c'est important, c'est celui d'un brassage de ces groupes en cours d'année. J'ai eu l'occasion de m'exprimer devant vous à ce sujet. Non encore lorsque vous évoquez l'insuffisance des moyens. Nous avons mis en place des emplois supplémentaires. Il y a 2200 ETP, un peu plus, qui sont consacrés à la mise en place de ces groupes en 6e et en 5e. Et nous faisons évidemment le mieux que nous pouvons pour que nous ayons l'année prochaine l'ensemble des professeurs présents devant nos élèves. C'est là aussi notre objectif. Et non, enfin, nous ne supplions pas les gens pour venir enseigner dans notre système éducatif. Nous prenons acte d'une tendance qui est celle de tous les pays de l'Union européenne. Je le dis devant vous, la fonction publique dans l'éducation nationale a aujourd'hui du mal à recruter. En France, c'est vrai, mais pas seulement. Ça signifie que ce n'est pas seulement une question de rémunération. D'ailleurs, dans notre pays, vous le savez, nous avons, depuis 2017, fait un effort extrêmement important pour améliorer la rémunération de nos enseignants, qui est passée en début de carrière de 1 800 à 2 100 €. Et ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous devons rénover la formation de nos enseignants. Nous mettons en place un effort considérable de formation initiale pour qu'il y ait une attractivité du parcours. Le concours se fera au bout de la 3e année et la formation se poursuivra. Je suis persuadée que cet ensemble de mesures vise à renforcer notre système éducatif. C'est notre seul objectif. J'entends votre réponse et pour tout vous dire, elle m'inquiète. Elle m'inquiète car j'ai l'impression qu'il y a un monde parallèle à ce monde qui nous sollicite tous les jours, le parlementaire que nous sommes, en nous alertant sur des structures éducatives et pédagogiques qui doivent être mises à bas pour mettre en place des groupes de niveau dont personne ne voit bien à quoi ils servent à part faire du tri social. Madame la ministre, quand on fait de la politique publique, quand on a raison seul contre tous, c'est généralement qu'on a tort. Il n'y a pas un chercheur en sciences de l'éducation pour soutenir vos projets. 5 DGESCO ayant servi des ministres fort différents sont venus dire unanimement leur refus et leur opposition. Parents et enseignants seront nombreux dans la rue samedi pour refuser le tri social des élèves. Nous serons nombreux à leur côté.